Et vous employez le mot vieille lesbienne. En effet, j'ai 3/4 de siècle sur les épaules. J'ai trouvé quelques petites choses. Alors, comment veux-tu que je... Darling, I want my gay rights now! Alors, je trouve que souvent, dans les médias, il y a beaucoup de gens qui disent que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus comme avant, n'est plus aussi revanchard et combattant, et qu'est-ce que j'en sais. Mais ça serait terrible de dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne pense qu'à faire la fête. Et ça me semble dingue comme propos. Je ne peux pas le croire. La première personne à qui j'en ai parlé dans la famille, c'est ma sœur. Je savais que ce serait moins compliqué qu'avec d'autres personnes. Plus j'avance en âge, plus je vieillis, moins je crois aux recettes, aux obligations, aux rituels. Je crois qu'en fait, si chacun arrive à se débrouiller un peu et à bricoler sa vie comme il peut, en se faisant le moins de mal, bah, c'est pas mal, quoi. Côté parentalité trans, effectivement, ça a longtemps été un tabou, et qu'aujourd'hui on puisse parler à des plus jeunes en disant « mais en fait, la vie vous appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris construire une famille. Vous n'êtes pas condamné à mourir à 25 ans dans d'affreuses souffrances, hein. Enfin, vous avez une vie devant vous, quoi. » Donc je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir des paradoxes dans sa réflexion, et c'est pas pour ça qu'il faut pas être ni tout blanc ni tout noir. C'est pour ça qu'il faut accepter différentes. D'où le drapeau arc-en-ciel. J'ai passé plus de temps caché que pas caché. J'ai eu un gros pépin de santé à 35 ans. Problème cardiaque, c'est juste à cause d'un rythme de travail excessif. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait vivre sa vie plutôt que vivre une vie qui avait été décidée par d'autres. Voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai ajouté au nom de mon papa le nom de ma maman, depuis longtemps maintenant. Moi je suis né en 65. 65, c'est une vingtaine d'années après que Vichy ait pénalisé l'homosexualité. C'était en 42. Et puis, c'était 17 ans avant qu'on dépénalise. Quand j'étais ado et que j'ai commencé à comprendre que quand je tombais amoureux de garçons et pas de filles, c'était inimaginable au sens propre du terme. Je ne pouvais même pas l'imaginer. En plus, moi, j'étais dans un environnement très classique, assez traditionnel, plutôt catholique. Tous ces sujets-là étaient inabordables. Quand en 81, 82, on a commencé à comprendre que ça changeait un peu, j'avais 16-17 ans, immédiatement après, il y a l'épidémie de sida qui est arrivée. Et avec, on s'en souvient plus trop maintenant, mais les réactionnaires en ont allègrement profité. C'est-à-dire qu'en gros, on entendait que l'épidémie de sida, c'était pour répondre, une sorte de réponse divine, à la libéralisation qui avait eu lieu 1 an ou 2 avant. Et donc, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui avaient peut-être un peu imaginé pouvoir respirer, et puis là, tout d'un coup, tout s'est refermé, et puis l'épidémie, elle a duré longtemps quand même. Enfin, l'épidémie très très forte, très violente, très
stigmatisante aussi. Et je pense que ça n'a pas aidé beaucoup de gens de ma génération à sortir du placard, ou même à accepter ce qu'ils étaient. Donc moi j'ai mis longtemps, et ce qui ne devait pas arriver est arrivé, c'est que je suis tombé amoureux. Voilà. Et l'amour là-dedans? L'amour, c'est comme partout, hein. La majorité des homosexuels vivent en couple. Et s'ils le font, c'est qu'ils s'aiment, ils n'ont aucune contrainte. Ils ne restent pas ensemble à cause des pressions de la belle famille, des enfants, de la baraque, du divorce et tout. J'ai eu la chance, en fait, et ça c'est la vie qui fait ça, à partir du moment où j'ai assumé mon orientation sexuelle, j'étais dans des environnements de travail où ça ne poserait pas de problème. Enfin, c'est même pire que ça, où je savais que ça ne pouvait pas poser de problème. Parce que s'il y en avait qui avaient eu des problèmes avec ça, ils auraient eu des soucis. Parce qu'on est quand même passé d'une époque, mon adolescence, où c'était les homosexuels qui étaient réprimés, à une époque aujourd'hui où c'est l'homophobie qui est réprimée. Pas toujours comme il faut, pas toujours suffisamment, mais quand même. On a basculé du côté de la loi. Enfin, il y a eu une bascule, du point de vue de la loi en tout cas, très claire. Au moment du Pax, ici il y a eu des très grosses manifestations à Orléans, des manifestations abominables contre le Pax. On a eu des pancartes à Orléans, les PD au bûcher. Jusqu'à 6 mois de prison et 22 500 € d'amende en cas d'injure, des peines doublées en cas de diffamation. En ce qui concerne la sanction, le projet de loi place donc au même niveau la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. La première fois qu'il y a eu un texte politique au début du siècle, en fait, sur le projet d'ouvrir le mariage à tous les couples, c'était 2003 ou 2004, je ne sais plus. Voilà, on était moins d'une soixantaine à signer ce texte-là. Et il fallait pour un certain nombre des signataires quand même du courage pour le faire. Parce que, encore une fois, dès qu'on signait un texte comme ça, on était immédiatement étiqueté. Et les élus qui nous soutenaient ne voulaient pas être sur les photos, ils venaient, mais voilà. Quand il y a eu les manifestations pour le mariage pour tous, là, au contraire, ils étaient plus facilement devant. La société, elle avait bougé, elle avait évolué. Je conçois tout à fait que pour des personnes qui font de la politique, la question LGBT n'en soit pas une. Je conçois tout à fait que pour des personnes LGBT, la question politique soit... Moi, je crois que c'est lié. Je crois qu'à partir du moment où, dans une société, il y a des personnes qui sont discriminées pour quelque raison que ce soit, ça devient une question politique. En fait, la question LGBT, elle n'existe que parce qu'il y a des discriminations. Il n'y aurait plus de discrimination liée à l'orientation sexuelle ou au genre, on n'en parlerait plus, voilà, ça n'est plus un sujet. Sauf que, comme le racisme, comme le sexisme, c'est des sujets politiques, éminemment politiques. Et peut-être encore plus politiques en France que dans d'autres pays. Moi, je suis assez surpris qu'en France, en gros, quand la droite est au pouvoir, les questions sur le sexisme, le racisme et l'homophobie, ça ne progresse jamais. Et ça ne progresse pas suffisamment quand la gauche est au pouvoir non plus. C'est dans le groupe Rassemblement National que vous avez le plus d'élus homosexuels cachés, mais c'est dans ce groupe que vous en avez le plus. Et ces élus-là voteront contre les droits des personnes LGBT, bien évidemment. Et à ce moment-là, je me souviens très très bien en avoir parlé à des gens très différents, d'horizons très différents, homosexuels ou non, mais qui gravitaient hors de du milieu familial et qui m'ont tous dit « n'avoue jamais ». Je crois que ça peut être utile, de temps en temps qu'il y ait des gens qui se montrent. L'asso, l'autre cercle, qui travaille sur les questions des personnes LGBT au travail, et ils utilisent l'expression de rôle modèle. Il y a deux garçons que je trouve très très courageux, qui sont plus d'actualité aujourd'hui, c'est Abdellah Taïa, jeune écrivain marocain, qu'on a rencontré, j'ai été son roi. On a tiré la galette des rois et des reines au centre LGBT il y a quelques années, et puis il y a alors quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de mon monde, il est à milieu de mon monde, et je le trouve très 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 courageux, c'est Bilal Hassani. Je le trouve incroyable ce garçon, mais vraiment incroyable. Et je n'avais pas mesuré l'impact de ce qu'il représente avant qu'on m'en parle en collège et en lycée. Et j'ai très très souvent des jeunes de collège et de lycée et qui sont perturbés par l'existence de Bilal Hassani, qui me disent « Et vous en pensez quoi, vous, de Bilal Hassani ?» Moi, j'en dis « Écoutez, moi, sa musique, c'est pas trop mon truc, mais son courage, parce que pour le coup, il fait un travail considérable, il fait avancer beaucoup de gens. » Moi, je crois qu'on peut trouver les ressources pour s'émanciper. C'est-à-dire pour réussir, au moins sur un certain nombre de points,
à décider de notre vie. On ne décidera pas sur tout. Quand on a des soucis de santé, on ne décide pas. Son orientation sexuelle, on ne la décide pas. Mais il y a peut-être moyen de décider de comment on va essayer de vivre ça. Il y a des trucs qui s'imposent à nous, mais peut-être que la façon qu'on a de les vivre, ça rend la vie un peu plus facile. Moi, je crois que la clé, c'est dans le lien avec les autres. Mais vraiment. Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'étais très très timide et muet. J'aurais été incapable de parler avec plus de 2 personnes. Mais il faut que les gens ils trouvent les moyens de se faire confiance, surtout quand ils vivent des situations difficiles, et puis qu'ils fassent du lien, qu'ils essayent en permanence à trouver des personnes avec qui ils peuvent être bien, avec qui ils peuvent avancer. Mais il y en a. Quand j'étais ado, ou début de l'épidémie de VIH, quand quelqu'un découvrait qu'il était concerné, on ne dit même pas séropositif, parce qu'en fait on découvrait non pas la séropositivité, mais la phase maladie, le stade maladie. Les gens, ils n'étaient pas séropositifs au VIH, ils étaient malades du sida. Ils avaient une espérance de vie de 5 ans. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans les 5 ans, ils allaient mourir. C'était une espérance de vie qui était limitée, c'était une espérance de mort en fait. Et les gens de ma génération, on a tous perdu plein de copains du sida. L'enjeu des dépistages, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut arrêter l'épidémie de VIH. Alors souvent, on interroge les gens sur pourquoi. Parce que le mode de protection contre le VIH, c'est le même pour les hétéros et pour les homos, c'est le préservatif. Et c'est le même modèle de préservatif, et il se place de la même façon. Et il est aussi efficace. Pourquoi il y a des personnes qui ont une sexualité vivante, très active, multipartenaire, et qui se protègent moins que d'autres? Et en fait, il semble que le paramètre, ce soit l'estime de soi. Chacune d'entre nous, dans nos vies, on protège les gens qu'on aime. On protège ce qui a de la valeur à nos yeux. Mais quand vous n'avez pas de valeur à vos propres yeux, quand vous ne vous aimez pas, vous ne vous protégez pas. Et la clé, elle est là. Et donc, en fait, quand on lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes LGBT, on lutte aussi contre le sida. Et c'est pour ça qu'en fait, ces sujets-là, ils sont très très liés. C'est pour ça qu'on est encore parmi les premiers acteurs sur cette question-là. Mais c'est en permettant aux personnes LGBT+, d'être mieux intégrées dans notre société qu'on luttera aussi contre le VIH. Nous, on voit les personnes LGBT qui sont bien dans leur vie, eh ben, elles n'ont pas plus de problèmes de santé que les autres. Il y a 6 ou 7 ans, on a été confronté à plusieurs cas de violence conjugale dans des couples homo. Alors, il y a 6-7 ans, on ne parlait pas encore beaucoup des violences conjugales en général. Et quand on en parlait, c'était toujours un mec qui frappait sa nana. Donc c'était des couples hétéros, et c'était un mec qui frappait sa nana. On avait bien entendu de temps en temps que ça pouvait être dans l'autre sens. Même si, clairement, massivement, c'est quand même un fait plutôt masculin, la violence. Mais on parlait jamais de la violence conjugale dans les couples homo. Et donc nous, on a fait un travail là-dessus, qui était assez limité comme ambition. C'était juste de dire aux gens, nous, on sait que ça existe. Donc si vous êtes victime de ça, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà comment la violence conjugale, ça peut se manifester, la violence psychologique, la violence verbale, la violence physique, la violence sexuelle, la violence économique. Voilà ce que vous pouvez faire si vous êtes victime, si vous êtes témoin. Enfin, voilà. Malheureusement, à partir du moment où on conçoit le couple comme étant un rapport de domination, des fois il y a de la violence. Donc la question, c'est pas la question de hétéro, homo, femme ou homme, c'est la question de la domination. Et donc nous, on a dit, nous, on choisit pas les victimes qui viennent nous voir. Et c'est ce qui nous amène maintenant à former des gendarmes, parce que cette campagne, elle a été vue par le Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu il y a 3 ans. La semaine dernière, j'étais avec 30 gendarmes à qui j'ai parlé de non-binarité, d'intersexe, etc. Plus on découvre de réalité, plus évidemment il y a de nouveaux mots. Ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas les garder pour nous. Alors on parle des fois d'intersectionnalité. Je ne suis pas sûr que ce mot-là il soit suffisamment simple pour que les gens ils y adhèrent. Quelques précisions sur ce terme. On parle à plusieurs reprises d'intersectionnalité dans ce documentaire. Ce mot a été théorisé dans les années 80 par Kimberly William Crenshaw, qui est une chercheuse féministe et antiraciste et une militante noire, pour parler en particulier des intersections d'oppression envers les femmes noires, donc comment le racisme et le sexisme, entre autres, s'articulent dans leur vie.
Depuis, le terme a été repris, par Crenshaw notamment, pour parler d'autres formes d'oppression et d'autres groupes de personnes. Mais il est important de signaler l'origine du mot, surtout qu'il est utilisé dans un documentaire où il n'y a que des personnes blanches. C'est très important de souligner l'invisibilisation des personnes racisées dans nos luttes, surtout que ce sont elles qui ont fait et font le plus gros du travail, qui sont mis le plus en danger et dans des positions encore plus précaires. Il est crucial de les mentionner en détail si on enseigne une histoire LGBT. Mais quand on explique aux gens, vous savez, les racistes que vous connaissez, ils sont aussi sexistes et homophobes, les gens ils comprennent. Depuis très longtemps, on se dit qu'il faut qu'on aille dans tous les endroits où l'homophobie, la transphobie peut exister, pour essayer de faire avancer et faire un peu changer l'ambiance. Et donc depuis 14-15 ans, on intervient en milieu scolaire, parce que même si officiellement, évidemment, l'école n'est pas un lieu LGBT-phobe, il n'empêche que pour les ados, c'est le lieu, pour les ados LGBT, c'est le lieu de la discrimination par excellence. La majorité des jeunes LGBT décrivent leur expérience scolaire comme mauvaise ou très mauvaise. C'est une réalité. Du coup, il faut faire quelque chose, il faut changer. Donc, dès qu'il y a un élève ou une élève transgenre dans un collège ou un lycée, on accompagne l'élève, éventuellement sa famille si l'élève le souhaite, et l'équipe pédagogique. Mais là, on fait un truc un peu plus construit, petite formation en fait sur les concepts, le vocabulaire, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, les difficultés que ça provoque chez les jeunes trans qui ne sont pas accueillis comme il faut dans leur collège ou dans leur lycée. Le fait qu'on ait avancé sur les questions de très grande intimité, quand on parle de l'homosexualité dans une société, on parle de l'intimité des gens, de la représentation qu'on a chacune de l'intimité de l'autre. Et peut-être que le fait qu'on ait progressé là-dessus, qu'on se soit dit, c'est vrai, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un garçon. Le fait qu'on ait accepté l'idée qu'il puisse y avoir de la diversité sur la façon d'être ce qu'on est, peut-être que ça a aidé à ce que notre société avance aussi sur l'idée que le genre, ça peut se vivre de manière différente. Et puis après, vous savez, il y a toujours l'histoire de est-ce que la loi est en avance ou en retard? Elle est toujours en retard, mais elle fait avancer la société aussi. La loi de 2016, qui est très imparfaite sur le changement d'état civil des personnes trans, qui est très imparfaite, mais qui permet néanmoins de changer d'état civil. Moi, depuis qu'elle a été votée, au centre LGBT d'Orléans, on a accompagné plus d'une quarantaine de personnes pour leur changement d'état civil. Elles l'ont toutes obtenu, sans documents médicaux pour la plupart. Et c'est un changement considérable. Moi, les gens de ma génération, les copains et copines trans que j'ai de ma génération, quand ils ont pu obtenir leur changement d'état civil avant la nouvelle loi, ça a été après des dizaines d'années de traitements médicaux obligatoires, d'opérations obligatoires et d'humiliation judiciaire. Quand ils ont pu l'obtenir, parce qu'un certain nombre se sont suicidés avant, parce que leur vie était invivable. Aujourd'hui, nous, on a des jeunes qui ont 18 ans et qui ont un état civil qui correspond à ce qu'ils sont. Le risque suicidaire, de parler brutalement, de ces personnes-là, il s'est éloigné. Quand on intervient en milieu scolaire, c'est pas parfait, mais il y a des gamins et des gamines dont on change la vie. Et donc, en fait, c'est juste ça l'objectif. C'est de réussir, de temps en temps, à changer la vie des gens. Mais, ouais, globalement, quand même, ça s'améliore. La situation sur les questions LGBT, elle s'améliore. Mais on a du boulot. La retraite n'est pas pour tout de suite. Eh bien, parce que dans ma vie, j'ai été entièrement et absolument lesbienne. Non, il faut arriver à trouver l'équilibre. C'est-à-dire à pouvoir vivre sa vie en se sentant bien. Alors si ça implique de devoir en parler aux parents, il faut arriver à trouver un biais. Après, on se parfois des vraies peurs et des montagnes. Enfin, je sais, même moi, qui n'ai jamais eu peur d'être homosexuel, je ne savais pas du tout comment aborder la question avec mes parents. Après, il y a les repas de famille, hein, il y a le bon vieux truc est imparable. Hein, t'annonces que t'as un cancer, t'as plus que 6 mois à vivre, et quand tout le monde fait la gueule, tu dis non, vous inquiétez pas, je suis juste homo. Hein. Ça marche bien, ça aussi. Plus ou moins. Paris, quand on est étudiant, moi j'avais adoré. Hein. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait beaucoup de temps pour faire les choses à contre-courant, en dehors des horaires. Puis c'est là où on se crée toutes les amitiés, on découvre. Enfin, moi je suis arrivé j'habitais en province. Hein. Je suis arrivé à Paris, j'ai pu découvrir les boîtes homosexuelles, les femmes, les bars, enfin la vie quoi. Quand je suis arrivé à Paris, donc j'avais 17 ans et demi quand même, ça, pour mes parents, ça n'allait pas être simple. Et là, à Paris, oui, j'ai rencontré qui avait 30 ans à l'époque en plus. Donc c'est resté dans le non-dit. Néanmoins, ma mère a demandé à ce qu'on petit déjeune ensemble parce que je lui disais que j'avais une amie, Catherine, que je voyais beaucoup. Bon.
Et donc elle voulait quand même la rencontrer, mais là c'était plus parce que voilà, elle lâchait sa fille à Paris toute seule et qu'elle voulait un peu rencontrer les gens que je commençais à côtoyer. Alors là, c'était le comble du bonheur parce que l'appartement que mon père avait était dans le 6e arrondissement et donc j'étais à 500 mètres du Katmandou qui était quand même la boîte mythique pour les femmes et là j'ai commencé à sortir. Après il y avait d'autres vieilles boîtes genre le Monocle ou des trucs un peu, mais là j'ai jamais eu le courage d'y aller, hein. Je reconnais que le Katmandou c'était magique quoi, j'allais à pied, je rentrais à pied. Et là, j'ai passé je n'ai pas passé plus de temps en boîte que sur la fac. Faut pas déconner, mais j'y passais tous les vendredis soirs, quoi. J'ai eu ma période où j'étais plus marquée physiquement parce que je m'étais fait couper les cheveux un peu plus courts. J'étais souvent en pantalon à pince, avec des vestes. Enfin, je m'habillais un peu. J'avais envie que les gens le devinent. Enfin, tu vois, le sentent et le devinent. Mais après les années euphoriques des années 80... les années 90, pour moi, c'est le début des années fric, hein, qu'on paye encore aujourd'hui d'ailleurs, avec le capitalisme à outrance. Hein, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre. Ça a été plié pour la mondialisation et tout ce qu'on connaît maintenant, la bourse et tout le reste. Et il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce format-là, par le boulot. Enfin. Puis ça s'est un peu calmé. Bon, le Katmandou a fermé. Ah ça oui, ça a donné un coup, ça a été un peu dur ça, parce que c'était quand même une emblématique. Et après, donc j'ai quitté Paris pour m'installer en Normandie, où par hasard j'ai ouvert un bar de nuit. Ça a duré 10 ans. Ça s'appelle l'Excuse à Caen. Ce bar, en tout cas à Caen, tout le monde savait qu'il était tenu par 2 lesbiennes, enfin 2 gouines même. On vendait de la gouinesse, hein, c'était le jeu de mots plus ou moins gentil, c'était plutôt gentil globalement. Hein. Après, toute la population cannaise à qui ça faisait tourner le bec n'ont jamais mis un pied dans notre bar. Voilà, ils allaient ailleurs, c'était très bien. Hein. Tous les gens qui venaient là savaient qu'ils pouvaient voir 2 femmes s'embrasser, ils pouvaient voir 2 mecs. On avait des copains drag queens qui débarquaient après des soirées, qui faisaient un fin de show super drôle. Enfin, voilà, c'était comme à la maison. Ce bar, c'était vraiment comme à la maison. Bon, avant d'ouvrir l'Excuse... Je suis inscrite et j'ai participé à une association qui s'appelait Les Enfants Terribles, qui était donc une association homosexuelle. On accueillait les personnes homosexuelles qui débarquaient dans la région, qui avaient besoin de parler, juste pour le plaisir. Hein. Il n'y avait pas que des gens qui étaient traumatisés ou qui étaient flippés, mais les gens qui n'étaient pas sûrs de leur sexualité, ça leur permettait d'être accueillis par des gens. Nous, on l'était forcément. Hein. On a quand même fait la première Gay Pride à Caen. Madame le maire qui venait d'être élue, il y a une journée une après-midi où elle reçoit toutes les associations de la région. Et donc à un moment, quelqu'un de chez Anana a dû poser la question ouvertement en disant que pensez-vous des homosexuels ou des associations homosexuelles, machin. Et elle a répondu, absolument rien, chacun vit sa vie tant qu'il ne faut pas de Gay Pride. Tu penses qu'évidemment, on lui a fait une Gay Pride au mois de juin suivant. Les 30 premières années, enfin les 30, non j'exagère, j'ai pas commencé au berceau, mais disons que jusqu'à mes 40 ans, on va dire, j'étais essentiellement... Je me suis focalisée sur ma vie amoureuse. La vie professionnelle était totalement secondaire. Je prenais ce que je trouvais, je m'en fichais. Comme je savais pas vraiment ce que je voulais faire, à part ce fantasme d'humanitaire, mais je voulais construire ma vie avant quand même. Donc voilà, moi je n'ai vécu que pour mes histoires d'amour. Après, moi j'ai vraiment eu la chance de vivre dans un milieu qui était totalement ouvert. Bon, mes parents m'ont pas posé de problème. On a perdu 10 ans de communication parce qu'ils le savaient. Je ne sais pas qu'ils savaient, on aurait pu en parler, mais c'est pas si facile que ça d'aborder. Enfin, moi quand j'ai commencé vraiment à comprendre ce que ça représentait socialement. Moi je sais que j'aime les femmes depuis que j'étais à la maternelle. Hein, donc voilà, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas ce que ça représentait, ce que c'était. Et j'ai découvert par hasard en lisant un article dans Connaissance des Arts sur Sappho de Lesbos. Ah, une lesbienne. Ah, mais c'est ça. Voilà, bon. Donc je suis allée à la bibliothèque de Beauvais, j'ai essayé de trouver des livres. Alors, il n'y a pas Internet à l'époque. De mémoire, il n'y avait pas encore de journaux spécialisés, genre Tétu, Cosette, et après Jeanne Magazine et des choses comme ça. Donc il fallait un peu qu'on se débrouille par nos propres moyens. Donc je suis allée voir dans le dictionnaire, bien sûr. Et puis après, donc, j'ai cherché des livres qui parlaient effectivement de femmes connues qui avaient été homosexuelles. Et là, effectivement, j'ai pris conscience de ce que ça impliquait au niveau social. Pas tellement pour moi, parce que je m'en fiche, mais bon, je suis enfant unique aussi. Donc ça veut dire que pour mes parents, donc pas de petits-enfants, parce que moi, c'était évident que je ne voulais pas d'enfants.
Après, j'aurais été hétérosexuel, peut-être que ça aurait été la même chose, hein, je sais pas, ça, on sait pas. Mais... Et on s'est mis en... Bon, c'était un peu laborieux pour en parler. Après, on en a parlé franchement, et c'était réglé, mais je sais qu'on a perdu... Ça m'a fait prendre conscience que quand alors, je n'ai pas forcément menti, mais j'ai beaucoup omis, on va dire, par discrétion. Finalement, quand on garde une partie de sa vie privée un peu secrète, ça finit forcément par déborder sur les trucs du quotidien, sur le boulot. Il faut demander de l'aide quand on peut. Si on n'y arrive pas tout seul, il faut demander de l'aide. Moi, j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Il y a un truc qui me bloque le cerveau un moment et je m'en sors pas, j'appelle un psy et je retourne 3 mois faire une thérapie. Au bout de 3 mois, j'arrête, je vais pas pendant 10 ans et j'y retourne. Voilà, je crois qu'il faut apprendre à essayer de se connaître le mieux possible, à demander de l'aide à des amis proches, si évidemment on leur fait confiance. Hein, il faut savoir à qui on peut parler. Moi, je sais que j'ai parlé à des amis de mes parents avant d'en parler à mes parents, parce que c'était des amis. Et je sais que peut-être qu'ils en reparleraient à mes parents, qui auraient l'info en jouant, tu vois, comme au billard. Ça peut être plein de choses. De la même manière que ma mère envoyait mon parrain pour essayer de m'en parler. Enfin, tu vois, on essaye toujours de communication à la con, alors que c'est tellement plus simple. C'est flippant, mais c'est tellement plus simple de dire... voilà, alors ça, c'est plutôt... Là, je m'adresse plutôt aux parents. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur votre enfant, il ne faut pas se braquer. Il faut dire si tu as besoin de parler de quelque chose sur ta vie privée, on est là et on est à l'écoute. Bon, si vous n'êtes pas à l'écoute, laissez tomber. Hein. Allez vous faire soigner. Mais, non, mais c'est vrai. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Moi, mes parents, ils n'ont pas dû se faire soigner. C'est juste que c'était une génération qui ne savait pas communiquer là-dessus. Donc le mieux, c'est d'être à l'écoute de soi, déjà. Et puis après, oui, d'aller lire. Les livres les plus relativement anciens, il y en a eu encore des plus anciens, mais c'est une Anglaise qui s'appelle Radcliffe Hall qui a écrit Le Puits de solitude. Bon, évidemment, le titre ne donne pas forcément super envie, ça se finit mal, mais bon, c'était quand même le premier livre qui était interdit pour obscénité. Je crois qu'à part une scène de baiser, il ne se passe rien d'autre. Hein. Mais c'est un très beau livre. C'est un très beau livre sur la découverte de soi, les rapports avec la famille, la découverte de différents milieux, entre les milieux artistiques, les milieux ouvriers. Parce que voilà, l'homosexualité, c'est pas que dans les classes aisées. Et après, le livre qui est assez... Alors après, bon, il y en a des kilomètres. Hein. Alors c'est Patricia Highsmith qui l'a écrit, mais à l'époque, la première fois, elle l'a écrit sous un pseudonyme. Ça s'appelle Carole ou Les eaux dérobées. Et elle a réécrit quand elle a fait son coming out, qu'elle a réédité son vrai nom, etc. Elle a fait une préface, une postface où elle raconte l'impact qu'a eu ce livre sur les gens. À savoir qu'elle s'est mise à recevoir des sacs entiers de courriers de tous les États-Unis parce que c'était le premier roman qui se finissait bien. Ce qui était quand même assez rare. On n'est pas toujours, c'est pas l'opéra, hein, on n'est pas toujours obligé de se faire harakiri, de se pendre, de mourir, de retourner avec son mari. Il y a eu l'apparition quand même de personnages homosexuels dans des séries, dans des téléfilms récurrents, qui permettent de banaliser les choses en disant ouais, ce qui n'empêche pas qu'on a toujours le droit à la différence, mais de banaliser l'homosexualité, enfin voilà, c'est... et la télé peut aider là-dessus. Ce qui pose un léger petit problème quand même, c'est le manque de visibilité des gens connus. C'est-à-dire le coming out. Enfin, je veux dire, quand Rock Hudson a annoncé qu'il mourrait du sida, ça a tout changé. Donc le coming out des gens qui sont un peu connus et qui l'assument, ça aide énormément. Mais c'est très difficile. Il y aurait, dans le milieu du sport, par exemple, il y aurait la moitié, je sais pas moi, s'il y a une quinzaine de footballeurs qui sont gays, mais putain, qu'ils l'annoncent, quoi, qu'ils le disent. Moi, j'ai connu des garçons qui étaient des grandes folles la nuit quand on faisait la teuf et qui étaient en costard-cravate, banquier la journée. Hein. Enfin, donc tout le monde... Je pense qu'il faut trouver son équilibre à soi. Le regard des autres, alors ça, c'est plus facile de dire après 40 ans. Hein. Moi, c'est à partir de 40 ans, je me suis dit, bon, je me fiche éperdument de ce que les gens pensent de moi. C'est une libération totale. Parfois un peu trop, donc ça rend un peu excessif. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'il faut connaître sa juste valeur, connaître... et savoir ce qui va nous blesser ou pas et faire en sorte que ça n'arrive pas. Et puis, je vous rassure, plus on vieillit, moins de choses nous blessent. Ou parce qu'on est seulement costaud pour s'en foutre complètement, pour s'en ficher complètement. Donc c'est ça, en fait, il faut se connaître soi-même. Là, pour moi, le fondamental, c'est ça. Et on se fout de le réseau social qui a dit ça, le machin qui a dit ça, Pierre-Paul Jacques. Non. Ce qui compte, c'est soi-même. C'est ce qu'on est, comment on se sent avec ça.
comment on peut le faire rayonner sur les autres, et il y a un moment où ça va forcément ça va les inclure. Il y a aussi la question d'un vécu en positif, c'est-à-dire on voudrait arriver à dire et à faire en sorte qu'un homosexuel ou une lesbienne puisse être bien dans sa peau, puisse être épanoui, vivre une relation de couple un peu harmonieuse, se sentir libre. Donc arriver finalement à construire un peu quelque chose. Et je crois pouvoir dire que cet aspect-là de la lutte dépasse finalement la seule question des homosexuels. Moi, ce que j'observe quand je fais une Pride plus traditionnelle par rapport à une Pride des banlieues ou une Pride radicale, c'est qu'effectivement, de voir des ados qui ont entre 14 et 16 ans qui pétillent sur I kissed a girl and I like it, et pour qui c'est acquis. Okay, c'est cool, c'est acquis, c'est construit. Ça fait partie de leur vie et elles peuvent le vivre bien, dans de bonnes conditions. Ça, c'est priceless, quoi. Ça n'a pas de prix, ça. Voilà, tu vois, c'est fort. Et la honte, c'est effectivement qu'il y ait des partis politiques puants qui soient dedans, qu'il y ait des flics qui n'étaient pas vraiment du bon côté des barricades au moment de l'histoire de Stonewall, et aussi des gays de droite à moto. Voilà. Donc ça... Cette vanne était trop importante à faire. Je repense à une phrase du podcast de Victoire Toyon, donc Les couilles sur la table, qui interviewe Despentes, Virginie Despentes, et cette phrase, elle m'a marqué et je la trouve vraiment intéressante. Au Café du Commerce, il y a des gens avec qui tu peux pas discuter. Si les gens refusent ce que tu dis, tu peux pas. Et cette phrase, elle m'a marqué parce qu'effectivement, quand je vais dessiner, je vais penser à la commu. Je vais penser aussi aux personnes alliées. Je parle majoritairement d'un couple qui a un enfant, voire de questions lesbiennes ou trans, indifféremment, voire les trois. Mais ça s'adresse évidemment pas à des gens, à des rageux. Donc, occuper un espace sur la toile pour aussi les personnes bien intentionnées, c'est intéressant parce que finalement, il y a des mots-clés qui vont être recherchés, et si on est en mesure de chercher une information nutritive pour sa culture, ou parce qu'on est confronté à des situations dont on ne connaît pas grand-chose, je trouve ça utile. Voilà. Mais effectivement, je suis une combattante avec des crayons, quoi. L'idée, c'est aussi de sortir des faits divers un peu sordides, d'apporter un moment sympathique, de passer un bon moment. Voilà, cherche le smile surtout, ou la tendresse dans certaines situations. On est tellement mis au banc de la société par un système cis, hétéro, patriarcal, qu'effectivement, la problématique, c'est d'exister. On a besoin de reconnaissance. Je ressens cette solidarité et cette bienveillance communautaire. Mais effectivement, il y a des dissensions, des valeurs, des opinions, des façons de voir les choses, des approches, des manières de faire, qui finalement sont propres des manières d'humains, quoi. Il y a des réactions, il y a des affinités qui se créent ou pas. Mais dans ces affinités-là, écoute, oui, je ressens une solidarité. La commu LGBTQI, elle a ça d'intéressant, c'est que elle sort du monde hétéronormatif et cis-hétéronormatif, et on n'a pas besoin systématiquement de lutter pour exister, quoi. On n'est pas confronté non plus à des questions déplacées. Voilà. J'ai une fille de 14 ans. Je lui ai pas dit tout de suite parce qu'il y avait un contexte un peu délicat. On se séparait avec son autre mère, et donc effectivement c'était un moment un peu tendu. Mais très vite, j'en pouvais plus, quoi, de pas lui dire ça, de pas lui expliquer. Elle était petite. Il y a deux choses différentes. Dans notre mode de communication, on dessinait beaucoup. En fait, elle était capable elle avait une faculté de concentration sur le dessin incroyable. Elle était... on pouvait rester 2 heures, et c'est vrai que 2 heures, pour un enfant de cet âge-là, c'est beaucoup, mais on pouvait faire des exercices, des jeux de dessin. Même quand elle était petite, on dessinait ensemble, on inventait des histoires. Enfin bon, c'était un moyen de communication super.
Il y avait ça, et puis de l'autre côté, il y avait sa réceptivité, son interaction géniale au moment du conte le soir. Je lui lisais des histoires pour qu'elle s'endorme. Et donc en fait, j'ai fait un conte, j'ai dessiné un conte en lui expliquant, voilà, finalement, le mal-être que je ressentais dans le genre qu'elle connaissait, et que finalement, bah, voilà, j'étais plutôt quelqu'un d'autre par rapport à ce genre-là. Ça lui permettait aussi, en utilisant un personnage, alors ça c'est plus de la pédagogie, mais ça lui permettait de poser des questions par rapport au personnage. Parce que je lui ai dit que c'était moi ce personnage à la fin, mais ça lui permettait d'interagir, de comprendre mieux, de se faire des idées, et puis aussi de passer la barrière d'une certaine réserve bienveillante qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de moi pour pas être blessante. Puis ça a donné lieu à pas mal de réflexions, de questionnements. Finalement, c'est intéressant aussi de faire un coming out ou d'expliquer, même de manière plus largement, le spectre LGBT à un enfant, parce que finalement, ça lui ouvre un arc-en-ciel des possibles incroyable. Souvent, on s'aperçoit quand même que les enfants apportent quelque chose aux parents. Sur le civisme, sur l'écologie, on voit que en parlant, en évoquant les sujets à des jeunes générations, peu à peu, les choses se formulent, interfèrent entre générations et se perpétuent, quoi. Quand on parlait du travail qui a été fait des militants et des militantes de terrain, le travail associatif, tout le dialogue qui a dû avoir lieu justement pour légiférer et faire qu'aujourd'hui on peut s'exprimer publiquement et qu'il y a soi-disant une défense qui est pas systématiquement appliquée, mais ça c'est autre chose. Et des jeunes, ados, pré-ados, jeunes adultes, pour qui c'est normal, pour qui c'est bien, pour qui se sont documentés, qui ont appris, qui ont écouté, dont ça fait partie du basique, dont c'est le truc positif et qui pour eux c'est un acquis, quoi. Et effectivement, il y a des personnes plus âgées de ma génération pour qui il y a tout un spectre de vocabulaire qui est complètement hermétique, quoi. Le mot transgenre, il a été écrit, inventé, formulé dans les années 90. Alors même qu'on trouve des traces de transidentité super loin avant Jésus-Christ, sur des tombes, des écrits, etc. Donc, le mot a mis 2000 ans à être formulé, tu vois. Mais pourtant, il existait auparavant. Et finalement, la réflexion autour de la non-binarité, autour d'une étiquette queer, je les trouve vachement intéressants, parce que finalement, je pense qu'on n'a pas fini de s'adapter sur des façons de se définir, des façons de se comprendre, des façons d'exprimer sa sexualité, son identité de genre. C'est pas fini, ça. Peut-être que je sais pas si ça évoluera autant que les 20 dernières années, tu vois, mais ça, c'est des choses auxquelles j'étais confronté aussi quand j'ai fait mon coming out. Effectivement, il y a tout un vocabulaire de définition qui peut être, par exemple, issu de la sociologie ou des milieux queer. Pour faire mon coming out, je me suis dit, il est hors de question de faire un truc et puis d'exiger tout de suite. Il fallait être patiente et justement faire ce travail de pédagogie. Ça a été payant. Mon meilleur pote est resté mon meilleur pote, mais on est parti de loin aussi dans le mode de compréhension. Au départ, c'était un territoire complètement inconnu, quoi. Voilà, je pense que il a fait vraiment le boulot de compréhension. Et puis moi aussi, alors parfois j'ai délimité des choses qui étaient possibles et pas possibles, mais voilà. Et ça, c'est un truc... c'est dur, hein, c'est pesant de se dire, punaise, j'ai estimé que ça valait le coup de prendre la patience dans certaines situations. Et en y repensant, il y a certaines personnes, j'aurais dû me clasher direct avec. Parce que ça coupait court et ça me faisait gagner en énergie, en colère et en santé mentale, quoi. Et c'est vrai que la patience, elle a une limite. Quelqu'un, tu lui expliques les choses 5 fois et elle veut pas l'entendre, au bout d'un moment, t'as le droit de t'énerver, quoi. Mais tu vois, c'est légitime. En revanche, effectivement, voilà, le coming out, ça a été un tri, quoi.
plein de gens qui étaient amis, qui sont éloignés, qui sont partis, avec lesquels j'ai eu des discussions, mais qui étaient complètement abracadabrantesques, quoi, d'homophobie et de transphobie. Donc effectivement, sur des comportements comme ça, il n'y a pas de dialogue. Mais il y a toutes et tous les autres. J'ai privilégié des gens qui, je savais, pouvaient me soutenir. Des amis, principalement. Puis ma fille. Le milieu professionnel ensuite, parce qu'effectivement, mener deux vies, tout d'un coup, ça devenait super dur. Et puis, après, à ma famille. Une fois que les choses étaient faites, j'ai pu me débarrasser de ça vis-à-vis d'elle, mais parce que ça s'est pas bien passé. Enfin, en surface, mais sur le fond, c'était affreux. Bref, et il a fallu reformuler l'identité de genre et la sexualité, deux choses différentes, enfin, des basiques. Mais c'est aussi un truc que j'ai appris en me déconstruisant. Bien sûr, c'était pas inné. Mon éducation n'était pas du tout dans ce sens-là, quoi. Je déplore de n'avoir eu aucune information sur l'histoire des mouvements. Tout ça, je l'ai découvert et je rame encore pour découvrir des trucs, quoi. Comment est-ce qu'on peut se construire en tant que membre d'une communauté ? Bon, c'est une réflexion perso, mais comment est-ce qu'on peut se construire si on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant ? Si on n'a pas le détail du Stonewall Inn. Ou les témoignages de Leslie Fenberg dans Stone Bush Blues. Voilà, toute cette oppression, on était particulièrement, on était des scélérats au banc de la société, quoi. En fait, effectivement, il y a des icônes queer. J'adore Laverne Cox. C'est une personne qui a tellement mis des mots sur ce qui ne devait pas être dit et formulé des choses à des journalistes avec une visibilité incroyable, donc forcément boosté par la Hollywood Machine, mais effectivement, je suis ébahi par ce qu'elle fait, quoi. Jamie Clayton aussi, parce qu'il y a une représentation incroyable dans Sense8 et notamment d'une femme trans qui est aussi lesbienne, donc yes. Candy Darling, qui est une des icônes, qui est une pionnière, parce que c'est une icône queer qui émerge en 63. Son rêve, c'est d'être actrice, et le témoignage d'une personne trans plus âgée, beaucoup plus âgée que moi, hein, comme quoi c'est possible, me disait mais en fait quand on voyait ce film au cinéma, c'était dingue, c'était la première fois, c'était incroyable. Donc effectivement, voilà, Candy Darling. On a un Représent Trans qui est un site internet qui va répertorier les personnes trans et non-binaires qui sont actrices, et aussi faire tout un travail de déconstruction des stéréotypes cis-sexistes dans le cinéma, le cis-gaze, etc. Donc il y a un taf pédagogique incroyable derrière, puis un annuaire en béton qui est hyper utile pour la visibilité. C'est tellement intéressant de voir la façon de décortiquer l'implication qu'il y a sur des médias mainstream et le message qui est passé, quoi. I think those characters affected how I thought of myself as a trans person and how the general public probably thinks about trans people. Il y a longtemps, j'étais au placard, et c'est affreux, mais je refusais de m'accepter comme j'étais. J'avais pas non plus un contexte ni familial, ni amical, ni professionnel qui était propice à des coming out qui auraient pu être salvateurs. Et donc, je vivais un peu délimité par les murs de mon appartement et puis, grosso modo, mon arrondissement. Et ce qui a changé ma vie, c'était Internet. Internet a amené des personnes bienveillantes à se dire j'ai envie de partager des trucs, j'ai envie de mener une réflexion, j'ai envie de mener un journal qui sera un blog et qui raconte des choses.
travail au passage gratuit de pédagogie, travail de réflexion qui mêle la philosophie, la sociologie, le vivre ensemble, des questions clés humaines. Et à côté de ça, tu as des vagues de personnes qui vont répondre par la haine, par l'agression, par le bullshitage, par la déformation des propos. D'un côté, tu as des gens qui vont mener une réflexion construite pour faire avancer les relations humaines, et d'autres qui vont dire concrètement, c'est révélateur. Qui sont ces personnes dans quel monde vivent-ils et vivent-elles pour être aussi... pour ne pas s'apercevoir que les choses changent. Que ce n'est plus un monde binaire, hétéronormatif des années 50, voire du début du siècle. Ça n'est plus ça. Il y a des tonnes d'éléments révélateurs. Je citais Despentes tout à l'heure, je la reciterai encore sur un exemple du féminisme. Elle dit, les mecs dans les années 80, c'était porte ouverte. On les encourageait à avoir des comportements déplacés. Aujourd'hui, ils peuvent pas dire qu'ils savent pas, quoi. Voilà. Et dans ce parallèle-là, qui sont ces gens agonisants d'un ancien monde qui viennent... voilà. Maintenant, on se rend compte que ces rageux et rageuses sont en mesure de faire des gros dégâts. On va retrouver des illustrateurs trans qui font une publi archi bienveillante pour le planning familial, clin d'œil avec douceur et beaucoup de bienveillance pour des hommes trans qui voudraient avoir une famille, qui dit juste vous qui êtes bienvenus nulle part, ici on prend soin de vous, on vous comprend, vous n'avez pas besoin de vous justifier, on vous traitera comme d'autres personnes, quoi. Et ce truc-là a fait une montée de bêtises, de méchanceté, d'ignorance crasse. Donc voilà, effectivement, une image peut aussi est aussi importante parfois que les combats. Maintenant, l'ensemble des combats associatifs militants nous ont aussi donné cette opportunité de faire de la pédagogie, quoi. Depuis tout à l'heure, je parle d'un travail gratuit, mais effectivement, ce qu'on fait, on le fait aussi dans le sens, on pense que c'est important, et c'est ce qui fait l'activisme, c'est que c'est dans nos valeurs, mais le truc incroyable et l'équilibre incroyable, ça serait justement de pouvoir parfois avoir une rémunération sur des choses qu'on fait. Tu te dis que en plus de tout, tu te récupères une précarité professionnelle. T'as comme une roue de la fortune, mais là c'est la roue des discriminations, tu vois. Et à chaque fois que tu vas dans une nouvelle entreprise, tu fais tourner la roue. Ting, sexisme, ouais. Ting, homophobie. Ting, transphobie. Alors ces deux photos-là que je vais vous montrer, elles sont d'une histoire une anecdote assez drôle. Je suis arrivé avec le train de nuit d'Amsterdam à Paris, gare du Nord, un vendredi, vers l'après-midi. Et bien sûr, je connaissais personne bien sûr à Paris. Donc mon seul espoir, c'était l'église du Danemark qui existe aujourd'hui. Hein. Donc je suis allé et j'ai demandé au pasteur si je pouvais passer la nuit là, parce que il m'a dit mais va devant notre bureau là, il y a un tableau où il y a des annonces, donc peut-être tu trouves des numéros de téléphone que tu peux contacter, il y a des chambres à louer, tout ça. On veut éviter que... Essaye de voir ce que tu peux faire. Et donc, entre-temps, à l'église, là, j'ai rencontré une jeune femme, d'ailleurs, je crois qu'elle était groenlandaise, et on a commencé à parler, et elle me dit, moi, je garde un appartement pour un couple de Français que je connais qui nous ont parlé, ils sont en vacances. Si tu veux, je peux t'installer dans une chambre, mais je veux te maquiller. Ah. Je veux te maquiller, je veux qu'on fasse un tour à Paris avec ton maquillage. Bon, d'accord, écoute, j'ai dit oui, et elle m'a maquillée, et on a fait des photos de photomatons comme ça, où j'avais mes cheveux longs, en effet. Donc, et voilà, c'est moi là.
Je me souviens un été où j'ai pu prendre la chambre de bonne d'un bon ami américain qui est parti aux États-Unis. Et il m'a dit, lorsque je rentre, il faut absolument que tu aies trouvé un travail. Ce n'était pas le cas. Mais lorsqu'il est revenu, il m'a presque donné un coup de pied aux fesses. Et il m'a pratiquement poussé dans une école de danse qui se trouve toujours aujourd'hui, dans le 17e arrondissement, où j'ai eu rendez-vous avec le directeur après 5 minutes. Et à partir de là, mon destin était scellé. Alors, lorsque j'étais professeur de danse dans une école de danse normale, si je peux dire, j'avais entendu parler d'une boîte qui s'appelait le Tango, rue Homer. Et je suis allé, et là, j'ai vu en effet des garçons qui dansaient avec des garçons et des filles qui dansaient avec des filles. Et j'ai commencé un petit peu à parler avec des gens. Il y avait donc le président à l'époque de l'association qui s'appelait donc Gay Musette. Et en fait, à l'époque, là, ils avaient un couple hétérosexuel qui était très, très, très gentil et qui était très doué et qui donnait des bons cours. Mais ils cherchaient un professeur gay. Et je dis à ce garçon, là, ce président-là, allez, je veux être votre professeur de danse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça, c'était donc il y a bientôt 30 ans. Alors, lorsque je vais dans mes cours de danse et lorsque je vais mes stages de danse, je donne pas mal de stages, en fait, pour la communauté gay et lesbienne. Et j'ai des cours de danse toutes les semaines pour mon association Rainbow Evidence, qui existe depuis presque 26-27 ans, anciennement Gay Musette. Là, bien sûr, on attend, lorsque j'arrive à mes cours, ils attendent tous comment Torben va-t-il être habillé aujourd'hui. Donc, j'ai depuis des années, oui, maintenant, j'ai cette image que j'aime bien tenir, que j'aime bien entretenir. Là, ma passion, c'est donc l'événement, la mode, c'est aussi l'art. Je fais beaucoup de collages. Je fais des collages depuis 30 ans, je fais des collages. Je fais ce qu'on appelle mail art. Ça veut dire je décore, je fais mes propres enveloppes que j'envoie dans le monde entier. Et j'en ai fait des milliers. Et ça, c'est une sorte de thérapie pour moi aujourd'hui. Dans ma chambre, ma grande table, il y a un bordel pas possible et je pioche dedans, je prends des images, tout ce qui me tombe sous la main et je mélange tout et je fais mes compositions. Et donc, c'est la même chose que je fais avec mes vêtements. À chaque matin, lorsque je me lève, je suis là devant tous mes vêtements et ça commence avec une chemise. Après, il faut choisir soit le nœud papillon, soit la cravate. La composition est faite après plus ou moins 2 minutes et voilà. Et avec toutes ces couleurs qui sont une sorte de camouflage en fait. Je crois aussi que je m'habille comme ça pour oublier le fait que l'âge est là et sans scrupule, l'âge avance. Je n'ai pas envie de faire bise avec l'âge, donc je m'habille comme ça, je m'habille avec ces couleurs qui sont gaies. J'ai envie d'être gay tous les jours dans toutes les sens du terme. Parce que parfois, lorsqu'on a 55 ans, c'est pas toujours évident. Et écoute, ouais. Il y a eu un déclic lorsque mon mari m'a dit « Écoute, ce n'est plus possible qu'on soit un couple. » Après 17 ans de bons et loyaux services, il a donc fallu que j'étais de nouveau seul sur le marché. Il a fallu que j'existe d'une autre manière. Il a fallu que je me réinvente. Avec mon mari, Laurent, on s'est rencontrés dans la boîte, là, justement, le Tango. Ouais. Ça a bouleversé complètement mon existence, mais ça m'a aussi... ça a donné le gars que je suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas changé ça pour rien au monde. C'était vraiment un cheminement assez incroyable lorsque j'y réfléchis, lorsque j'y pense sur ces 7 dernières années. Alors,
Alors très tôt, je savais qui j'étais. Très tôt. Très tôt, mais autant aussi loin derrière que j'ai réfléchi, là, avec tous mes souvenirs. J'étais toujours, lorsqu'on jouait au cow-boy indien, quel rôle j'avais? Moi, j'étais la femme qui tenait le saloon. Je me sentais comme ça à l'intérieur de moi. Mais j'ai toujours su que j'étais gay, même si je ne connaissais pas le mot homosexuel ou gay. Je savais que je n'étais pas comme les autres. Donc très tôt, j'étais celui qui provoquait. C'était presque la première chose que je disais aux gens lorsque je leur disais bonjour, c'était « Je m'appelle Torben et je suis gay ». Je voulais provoquer, je voulais provoquer une réaction de l'autre côté. J'avais une relation très conflictuelle avec mon père. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 6 ans. Et mon père, il était là, certes, physiquement, mais psychologiquement, il n'était pas du tout là. Et ma mère était omniprésente. C'était ma mère qui m'a emmené en compétition de danse. Et donc le jour où j'ai dit ça à mon père, bizarrement, c'était à mon père que je le dis le premier, parce que j'avais aussi... je souffrais vraiment au lycée. Au lycée, je me sentais harcelé, vraiment harcelé. Aujourd'hui, je serais allé peut-être dans les médias pour raconter mon histoire, parce que c'était pas évident. Même aussi le travail que j'ai eu à Copenhague. À Copenhague, j'ai travaillé dans un hôpital pour nettoyeur, enfin, l'homme de ménage. Et là aussi, j'ai été vraiment harcelé violemment. Mais j'ai survécu à tout ça, parce que... Bref. Donc, je dis donc que j'ai envie de quitter le lycée en plein cours. Et mon père me dit « Mais non, essaye de rester. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre chose que tu as envie de me dire ?» Et ma belle-mère, mon père s'est marié avec une autre femme, ils étaient là tous les deux à presque me tirer les verres du nez. Et je le dis. Et mon père me regarde et il me dit « Depuis l'âge de 7 ans, je n'attends qu'une chose, le jour où tu viendrais me dire que tu es gay. Tu l'as dit, je suis content. Enfin, bien sûr, j'accepte. » Et vraiment, c'était un poids énorme qui est parti de mes épaules. Et donc, la semaine après, je devais rendre visite à ma mère. Ils habitaient à 40 km l'un de l'autre. Mon père, ma belle-mère et ma mère, et son nouveau mari. Et j'étais content, donc fort. Mon père, celui que je croyais être mon pire ennemi, qui était en fait tu cool. Donc ma mère, bien sûr, ma meilleure amie, elle ne peut que être... Et lorsque je lui ai dit, elle a été complètement... elle n'a rien dit sauf... Elle ne m'a pas adressé ça c'était vendredi soir, elle ne m'a pas adressé la parole jusqu'au dimanche après-midi où j'ai pris avec ma sœur le bus. Et elle m'a dit, maman doit réfléchir. Et donc sa réflexion a pris 3 ans. Elle a pris 3 ans pour réfléchir. Et après j'ai reçu une lettre d'elle où bien sûr elle disait qu'elle était extrêmement désolée, qu'elle comprendrait si je ne voulais plus la voir et tout ça. Moi, je me dis, c'est ma mère, bien sûr, je vais la voir. Et on s'est donné rendez-vous. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était cassé. J'ai réalisé que j'étais très différent, en fait, de ma mère, sur certains points. Et je croyais que c'était l'inverse, que c'était avec mon père que j'étais très différent. Donc, on a eu une relation, du coup, pas évidente avec ma mère, des hauts et des bas. Mais à la fin de sa vie, quand même, elle m'a montré plein de fois qu'elle était... c'était un peu... elle disait des choses un peu d'une manière un peu gauche, un peu... mais je sentais qu'elle avait... Et elle m'a expliqué qu'elle ne savait pas du tout à l'époque comment prendre cette nouvelle. Et elle a demandé à sa famille conseil... Et toute sa famille lui a rigolé dessus. Tu as un fils gay. Non, n'importe quoi. Donc elle était complètement perdue. Elle était perdue aussi dans sa propre vie à elle.
Donc, elle a fait de son mieux. Voilà. Moi, je connais où j'ai connu des personnes qui n'ont jamais rien dit à leurs parents. Et ils vivent à Paris avec toute une vie. Oui, peut-être, le train est passé, peut-être, mais je ne pouvais pas vivre avec ce mensonge. Ah non. Mais j'ai toujours été à l'aise avec ma sexualité, avec mon identité. Parce qu'en fait, identité et sexualité, c'est pas la même chose, hein, tout à fait. Et donc, les terribles années sida ont complètement freiné tellement j'avais peur. Donc je sortais beaucoup, certes, beaucoup. J'avais des frustrations en moi, mais je n'osais pas grand-chose. Hein. C'était terrible. Bon, après j'ai rencontré aussi... j'ai eu des relations relativement longues, donc je sortais de ce terrible océan, là, l'océan de la mort, là, le marasme de la mort. Donc j'étais en couple avec un garçon, mais ça m'a bouleversé. Hein. Et c'est pour ça qu'après, donc il y a 7 ans, lorsque je me suis réinventé, tu te souviens ? C'est là où j'ai pris une revanche. Hein. J'ai vécu ma sexualité, mais comme si j'avais 20 ans. C'était incroyable. Alors je crois que les boîtes jadis, là, d'antan, lorsque moi je suis arrivé à Paris, c'était donc le Marais, n'est-ce pas ? On était trois garçons danois là, à sortir en triangle, là. Et bien sûr, c'était comme ça qu'on rencontrait des gens. Ça n'existait pas, Internet et tout ça à l'époque. Le vivre ensemble, physique, est plus en plus dur. C'est pas évident. Hein. Le Marais est devenu bien plus chic qu'il y a 20, 25, 30 ans. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Ça aussi, bien sûr, les loyers qui augmentent. Et je crois vraiment à l'époque, les gays, c'était quelque chose qui allait dans les grandes villes, surtout Paris. Hein. C'était là où on vivait mieux sa gaietude. Aujourd'hui, maintenant, on est partout maintenant. Et donc, ça change la donne. Hein. On a automatiquement une nouvelle place dans la société à gérer. Alors, les réseaux sociaux sont aussi c'est vraiment là, aujourd'hui, où il y a la liberté totale et incroyable. Moi, j'adore le RuPaul's Drag Race. Et ça, c'est incroyable ce qu'il a fait, ce gars, hein, parce qu'en fait, de cette petite minorité-là, il y a 13 ou 14 ou 16 ans, lorsqu'il a lancé ce programme, aujourd'hui, c'est devenu un programme qui est regardé par des millions. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent, mais le cheminement pour y arriver va être semé de plein de haine, des gens qui ne comprennent pas. C'est vrai que les bonnes choses comme des mauvaises peuvent revenir, hein, donc il faut être très vigilant. Il faut tenir bon, il faut vraiment... On n'a pas fait toutes ces années de galère pour rien. Ça serait terriblement frustrant. Il ne faut pas que ça se passe, il ne faut pas que ça arrive. À l'époque, vraiment, je le disais donc à tout le monde, hein, et j'étais content si on m'acceptait, mais j'étais aussi très content lorsqu'on ne m'acceptait pas, parce que ça veut dire que moi, j'avais été plus fort et que moi, j'imposais mon style d'être. Et c'est ça qui était le plus important. Si on ne m'acceptait pas, tant pis pour eux. Et l'amour là-dedans ? L'amour, c'est comme partout. Hein. La majorité des homosexuels vivent en couple. Et s'ils le font, c'est qu'ils s'aiment, ils n'ont aucune contrainte. Ils ne restent pas ensemble à cause des pressions de la belle famille, des enfants, de la baraque, du divorce et tout. C'est bien parce qu'ils trouvent qu'ils sont bien ensemble. Alors, il y a l'amour-passion, il y a l'amour romantique, l'amour calme et tranquille, l'amour qui dure toute une vie, l'amour possessif. Il y a la jalousie, la tendresse. Il y a les lendemains aussi de rupture avec les difficultés. Il y a la vie, quoi, finalement, telle qu'elle existe partout.
mot de fin. Même si ce documentaire a une visée plutôt positive et veut montrer qu'il est possible de vivre, de vieillir, d'être heureux et heureuse, il serait aussi insensé de penser que c'est le cas pour tout le monde et que les violences anti-LGBTI n'existent plus. En 2023, l'année où sort ce documentaire, plus de 70 pays criminalisent encore les vies LGBTQIA+. Les attaques sur la transidentité se multiplient à l'international et la France n'est pas épargnée. En France, comme dans bien d'autres endroits, ce qui évolue, c'est l'invisibilisation des personnes LGBT de l'espace public et médiatique, la discrimination et l'humiliation dans l'espace juridique, économique et médical, la précarisation dans l'espace professionnel. Notre boulot à tous, c'est d'en parler, de montrer du doigt. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont pas ou plus. Alors oui, cette lutte peut être positive, elle peut passer entre autres par la pédagogie, par la patience, par un sentiment de joie et une empathie radicale, mais elle part d'une haine réelle et actée envers nous. C'est pour ça qu'il est important de s'informer, s'organiser, d'occuper l'espace, de ne pas reproduire les schémas racistes et classistes dans nos combats, de transmettre et continuer nos luttes et nos revendications à une vie heureuse.